je voulais vous un peu parler sur la production parce que bon, je vous traite comme des professionnels, donc des réalisateurs, des producteurs, hein, pas des spectateurs. Hein. Donc ça c'est ciblé vers là, de parler sur des productions. Et en deuxième partie, je vous explique un petit peu sur Arte. Venez, prenez place, il y a des places aussi, là aussi. Les premières places sont au cinéma, des places mauvaises. Et la deuxième partie un peu sur Arte. Et juste pour vous dire, les mesdemoiselles, les mesdames au standard ont préparé un sac pour vous. Et il y a, pour entraîner votre allemand, il y a le Monatsheft là-dedans. Ça c'est absolument important que vous entraînez vos langues en anglais, l'allemand, peut-être aussi l'arabe et le hébreu, parce qu'on avait fait les 24 heures de Jérusalem samedi dernier. Il y a au standard aussi le programme en français. Il y a un briquet là-dedans, c'est pas la peine que vous commencez à fumer. Hein? Vous pouvez garder jusqu'à Noël pour allumer les bougies. Venez, il y a des... Christian, prenez place, là ou là. Et donc, ça ce sont les deux parties. Une fois sur cette production 14, deuxièmement sur Arte. Et pour ça, quand je parle sur Arte, il me faut cette bouclette. Donc ça c'est aussi dans votre sac. Donc je commence avec cette phrase. C'était un ami, un producteur qui est décédé. Reality is the better fiction. Parce que on m'a demandé, Anthony m'a demandé de parler sur les documentaires. De toute façon, il n'y a plus de documentaires. Il n'y a que des formats hybrides aujourd'hui. Donc, fiction et documentaire, c'est à peu près, c'est un nouveau format. Donc, on va en parler. Et je commence avec mon premier chapitre. Je parle sur, maintenant, on va regarder si ça fonctionne. Ah, c'est une Einhand. Non. Voilà. Je parle sur 14, des armes et des mots. C'est une production, une série, une série de télévision qui va être diffusée le dernier mardi en avril et les deux premiers mardis en prime time en mai. Donc c'est sur la Grande Guerre, c'est le point fort de Arte sur la Grande Guerre. France Télévisions avait déjà fait où sont les collègues de France Télévisions? Ils se parlent sur le business. France Télévisions a déjà fait son point fort, qui était une grande production. Quand vous voyez notre production, vous voyez la différence. Là, il y a encore une chaise et là, il y a une chaise. Monsieur, s'il vous plaît. Là? Oui. C'est comme à l'église, les gens qui sont en retard se chaînent de prendre les places au premier rang. Donc, je fais un peu de speed, juste pour vous, bien que Zeffirelli, voilà. Est-ce que c'était maintenant numéro... Oui, c'est numéro 3. Zeffirelli ou Pasolini a dit un film qui doit être expliqué, c'est un mauvais film, bien que Zeffirelli ou Pasolini, c'est absolument vrai, mais entre des professionnels, je voulais avant qu'on commence avec les 10 minutes de cette production, je voulais vous expliquer avec quelques mots cette production.
Donc, le titre français, 14, 14 c'est aussi le logo des armes et des mots, est une production, le producteur allemand Gunnar Dedio de Luxfilm, il a dit à Berlin pendant la Berlinale, la production prenait beaucoup plus de temps que la guerre. Donc, on avait commencé avec les premières idées en 2008-2009. Et donc la production maintenant a un budget à peu près de 7-8 millions d'euros. Et donc c'est une des productions rares. Ce matin, on a en parlé, Aurélie, sur des productions franco-allemandes. C'est une des productions vraiment rares, bien que Arte maintenant existe plus que 20 ans, qui étaient des vraies productions européennes et franco-allemandes. Donc c'est produit par les films d'ici à Paris et Luxfilm Gunnar Dedio à Leipzig. Donc là vous voyez mais ça vous savez aussi dans le programme quand ça va être diffusé. Ah, ça prend toujours un peu de temps. Tous les mardis, bon, ça on peut. Et vous voyez qu'il y a même la BBC là-dedans, il y a la télévision tchèque, danois, il y a les Suédois, il y a presque tous les pays, SBS en Australie, il y a beaucoup de pays européens et même l'Australie est là-dedans. Wiley, en Finlande, avec Wiley, on a toujours une bonne coopération. Et c'est une belle chaîne d'ailleurs. Cette production, le tournage c'était il y a un an en Alsace et à l'autre côté des Vosges, d'ici à Mulhouse. Et après, comme il y avait une contribution canadienne au Canada, donc tout ce qui est par exemple qui est régisseur ici, qui est régisseur, donc toujours allumer une locomotive et faire marcher des trains, ça fait beaucoup de plaisir pendant une production. Ça c'était fait au Canada, au Québec, ou près de Québec. Donc, ce qui est important pour vous, là, ce sont les chiffres. Il y avait une équipe qui avait lu tous les journaux, des lettres, tout, à peu près 1000 différentes sources et archives étaient lues. Et ce qui est pour vous intéressant, c'est concernant les archives, et ça c'est aussi important pour la production de France Télévisions. Quand vous voyez des archives en noir et blanc, on pense, quand on est quelqu'un qui fait des documentaires dans une manière traditionnelle, on pense que ça c'est la vérité. Par contre, ça, concernant la Grande Guerre, c'est pas du tout la vérité. Tout est fake et tout est reenactment. Parce que, pourquoi? C'est très simple. À l'époque, une caméra, c'était tellement lourde, c'était à peu près comme jusqu'aux fenêtres, c'était des machines, c'était pas à porter, c'était pas à transporter. Et donc, tout ce que vous voyez comme bataille, ça c'est écrit là, c'est fake. C'est fait après. Par contre, tout ce qui est là, comme entre guillemets fiction, donc avec des acteurs, avec des comédiens, avec des comédiennes, ça c'est exactement le texte qui était écrit dans le journal ou à l'époque dans des lettres. Donc ça c'est la réalité, ce que vous voyez comme fiction et ce que vous voyez comme archive, ça c'est reenactment, ça c'est pas la réalité concernant la Grande Guerre.
voilà, je commence maintenant avec les comédiens, ce qui est important pour cette production. Vous, comme producteur, vous savez, quand il y a 10-15 ans, on est allé à Prague, en République tchèque. Maintenant, on va pour une production en Lituanie ou en Roumanie. Donc, quand vous faites un low-budget production, les comédiens parlent n'importe leur langue maternelle et après tout est doublé. Dans cette production, quand il y a un officier britannique ou de Wales, il parle, c'est un comédien qui parle comme langue maternelle, je pense c'est en français le gallois, le gallois, de Wales, comme le Prince of Wales. Ou quand il y a quelqu'un un Maori de la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment quelqu'un qui parle comme langue maternelle Maori de la Nouvelle-Zélande. Parce que la Nouvelle-Zélande était dans cette guerre là-dedans. Donc vous voyez ici Käthe Kollwitz, elle joue le rôle principal dans c'est Christina Grosse, la dame. Et Käthe Kollwitz, je pense l'un ou l'autre connaît. C'est une écrivaine qui était l'artiste principal à l'époque, au début de la guerre. Elle avait un fils, Peter Kollwitz, ça c'est juste maintenant en bref parce que je vais vous montrer le début de la deuxième épisode. Dans la première épisode, Käthe Kollwitz, ça c'est son mari, il est docteur. Et les deux sont un bon couple. Ils ont deux fils. Et il y a le fils Peter Kollwitz qui veut absolument aller dans la guerre. Son père dit à sa femme, à Käthe Kollwitz, c'est pas lui, parce qu'à l'époque il fallait signer. Un jeune n'avait pas le droit d'aller dans la guerre, donc il fallait signer. Et lui, il dit à sa femme, c'est toi qui décides maintenant, c'est toi qui décides. Si toi, tu vas laisser aller notre fils dans la guerre, c'est toi qui es responsable. Parce que lui, il ne veut pas. Et bien sûr, je ne sais pas qui connaît la biographie de Käthe Kollwitz, bien sûr, après 4 semaines ou 6 semaines, donc déjà en automne 1914, il décède, il est mort. Et la tragique dans la vie de Käthe Kollwitz, c'est que l'autre fils, il va survivre à la Grande Guerre, il va se marier, il a un enfant, un fils, qui est appelé comme son oncle Peter Kollwitz. Et Peter Kollwitz, le petit-fils de Käthe Kollwitz, il va mourir pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça c'est la tragique de cette vie de Käthe Kollwitz et jouée par Christina Grosse. Donc juste pour maintenant je passe un peu plus vite. Ça c'est un Autrichien, un petit soldat, et ça c'est Elfriede Kur, qui vit en Allemagne de l'Est, près de la frontière russe. La Pologne à l'époque n'existait pas. Ça c'est un soldat français qui a écrit des lettres merveilleuses à sa femme, Louise Balta. Ça c'est Marina, ça c'est la protagoniste préférée. Marina, elle est jeune, son père, il est cosaque. Et donc, c'est elle il y a quelqu'un qui parle le russe. Non, bon.
vous êtes français. Donc, juste, je laisse le micro parce que vous jouez. Locomotive arrive, elle dit Stoi, stoi, ça veut dire arrête. Et elle arrête la locomotive pour aller dans la guerre. Elle devient soldat, officier. Il y a la révolution russe, elle est condamnée à mort, elle survit, elle va aux États-Unis et c'est une vie, absolument exceptionnelle, Marina Yurlova. À l'époque, elle avait 16 ou 17 ans. Non, 14 ans, c'est montré là. Oui. Donc, juste maintenant, je vais un peu... quand je vais faire vite, ça ne fonctionne pas. Voilà. Ça, c'est la partie de l'Écosse. Lui, Ernst Jünger, vous connaissez Ernst Jünger comme français, c'était le joujou pendant la Deuxième Guerre mondiale en France. Il était officier à Paris. Et donc, Ernst Jünger, il avait commencé à l'âge de 17 ans. Il est devenu à l'époque jeune officier, et vous vous souvenez quand il y avait François Mitterrand, encore président, quand il avait 100 ans, François Mitterrand et Helmut Kohl sont allés pour faire les félicitations quand il avait son anniversaire, quand il avait 100 ans. Non. Voilà, ça c'est Charles Montague, quelqu'un qui a 7 enfants et qui veut absolument aller en guerre. Et le docteur lui dit, allez, à la maison, vous avez sauvé des vies, mais maintenant vous allez tuer. Il ment parce qu'il est trop âgé et tout ça c'est une catastrophe dans sa vie, mais il le fait. Donc, italien, voilà, attendez, ça c'est Yves Congal de Sedan, le jeune qui est devenu après, je ne sais pas si vous connaissez, il est devenu évêque et cardinal, il est très connu, et donc il joue à Sedan. Son père qui est à côté, il est déjà à l'époque il y avait des ouvriers forcés, on dit ça, Zwangsarbeiter, en Allemagne, donc c'était son père et Yves Congal, voilà. Maintenant je survole un peu, voilà, dernièrement, parce qu'il est important, Jan Peter, et là je reviens vers la production. Jan Peter, c'est le réalisateur, il a fait beaucoup de films pour nous, pour Arte, et ça c'est par exemple aussi quelque chose qui est typique pour une telle coproduction internationale avec des comédiens russes, des comédiennes russes, slovaques, italiens et tout ça. Il faut se constater, alors comment on se parle? Bon. Alors, et bien sûr, Jan Peter, il comprend le français, mais il n'a pas, il ne peut pas communiquer. Donc, pour cette production, la langue pour la communication, c'était l'anglais. Donc, c'est absolument important pour des coproductions internationales. Ça, je dis aux jeunes ici, pas vous, entraînez vos langues, entraînez votre anglais, entraînez l'allemand et le russe et le chinois. Le chinois, surtout, ça c'est absolument important. Jan Peter, réalisateur, là c'est la fiche professionnelle d'ailleurs. Si Anthony va me faire le plaisir de réduire les datas de cette présentation, il peut vous envoyer par mail. Pour l'instant, c'est trop lourd comme data. Yeah? Anthony, il est parti. Il a raison. Bon, Dan,
dernier mot pour cette production, ce qui est absolument dingue, on a en parlé dans cette avant. Maintenant, quand vous faites des productions, il faut toujours avoir une idée concernant l'Internet. Dans ce cas, on a même fait deux plateformes, deux narrations dans l'Internet. Celui-là, c'est 1914, dernière nouvelle. C'est déjà depuis le 2 janvier ou depuis le 3 janvier. Donc c'est tous les jours. Ça c'était hier, la photo. Donc c'est exactement une photo il y a 100 ans. Et on était très fiers qu'on avait déjà reçu un FIPA d'or. Et donc, pour cette production, il y a deux plateformes dans l'Internet. Et ça, c'est aussi lié à des autres. Donc, ça, c'est lié vers le monde, vers la Zeit en Allemagne. Donc, ça fonctionne bien. Il y a beaucoup de clics parce que il y a juste une photo. On peut regarder comme ce que j'ai au début de ma conférence interdit d'aller au Facebook. On peut, quand on attend le métro, on regarde ça. Ça c'est quelque chose qui c'est le 15 avril 1914 qui était publié dans ce journal. Ce sont des photos qui étaient publiées à l'époque en Allemagne et en France. Et donc maintenant c'est le point où je vous montre juste les premières 5 minutes de la deuxième épisode. Et bien sûr, c'est comme Breaking Bad. Hein? C'est une série. Donc la première série, il y avait la vie, l'amour et la mort. Hein? Et maintenant, ça continue avec des autres protagonistes. Et ce que je peux, juste dans les 5 minutes, vous voyez, c'est cette combinaison entre les archives et ce qui était réalisé par Jan Peter et la fiction, hein, entre guillemets. Donc, deuxième épisode, et vous avez toujours un narrateur. J'ai oublié qui est le narrateur en français, mais peut-être quelqu'un connaît la voix. En Allemagne, c'est Udo Samel, qui est un acteur connu. Et donc, le narrateur, il raconte, et il y a toujours cette manière dialectique entre les archives et la fiction. Bon, et il faut un peu monter le son, sinon le sound design était très, très important, mais on est déjà un peu limité. Donc voilà, on commence. Et merci à vous deux, c'est Nico et Camille, les deux qui se cachent derrière l'écran, parce qu'ils ont sauvé cette présentation, parce que le son n'était pas branché. Bon, et qu'est-ce qu'il y a, un film sans son qui a fait beaucoup de... et le producteur il a beaucoup investi dans le sound design. Donc, eux, ils ont sauvé cette présentation. Et encore un autre, hein, les jeunes stagiaires. Bon, merci beaucoup. Donc, on fait 10 minutes, à peu près 7-6 minutes. 6-7 minutes. Il n'y avait ni pluie ni soleil. Nous avions des projets grandioses et rêvions déjà de nouvelles métropoles souterraines. Il faut aller au début, s'il vous plaît. Où il n'y avait ni pluie ni soleil. Au début. Voilà. Lui aussi, sauvé. Sous terre, nous avions tissé une toile de lumière et d'acier. Nous aimions ce monde mystérieux, où il n'y avait ni pluie ni soleil. Nous avions des projets grandioses et rêvions déjà de nouvelles métropoles souterraines. Le métro était le symbole par excellence d'une vraie capitale.
Londres avait été la première à s'en équiper. À Berlin, il était toujours à l'heure. À Paris, les rames fonctionnaient non pas à la vapeur, mais déjà à l'électricité. Notre peur des profondeurs nous avait enfin quittés. Jusqu'à l'été 1914. On a marché par mauvais temps pendant 2 jours, sans se reposer. Sans compter les 40 kilos de matériel sur le dos. On a dû traverser des marécages. Ça n'avait pas l'air dangereux. Je me disais, ça va aller, je vais y arriver. Après quelques pas, j'étais embourbé jusqu'à la taille. J'ai vite cessé de me débattre pour éviter de m'enfoncer encore plus. Je suis resté sans bouger et j'ai pensé, en regardant mes camarades autour de moi, je vais finir comme eux. Moi aussi, je vais avoir une fin misérable. Je n'arrive ni à écrire ni à penser. Impossible d'avoir les idées claires. La semaine dernière, j'ai écrit au ministère de la Guerre. Ils accepteront peut-être de m'engager, malgré la limite d'âge. Charles-Édouard Montaigu, né à Londres, est le fils d'un ancien prêtre catholique. Il a fait ses études à l'université d'Oxford. Ce journaliste réputé a toujours prôné le pacifisme, jusqu'à ce que la guerre éclate. À l'automne 1914, l'armée de métier britannique réussit, avec l'aide de l'armée française, à stopper l'offensive allemande, au prix de très lourdes pertes. Sans l'arrivée de nouvelles recrues, les détachements britanniques vont être dans l'incapacité de braver l'adversité. Toutefois, l'Empire britannique est la seule grande puissance européenne où le service militaire n'est pas obligatoire. Le ministre de la guerre, Lord Kitchener, appelle tous les Britanniques sous les drapeaux, les exhortant à devenir les soldats de la New Army. La réaction dépasse toutes les espérances. En quelques mois, plus de 100 000 civils se portent volontaires. La limite d'âge est fixée à 41 ans. Charles Edward Montague, mountaineer, swimmer, sporting fit. 41 years old, sir. Do you have a family? A wife and 7 children, sir. And are things so bad at home that this will be a gift to your wife for Christmas? Sir? Montague? How old are you? I mean your real age. Don't you dare take me for a fool. I just wanted to fight. Je voulais vraiment me battre, comme le reste du pays. J'avais soif de danger et de nouvelles expériences. Après toutes ces années passées derrière un bureau. En un mot, j'avais envie de vivre. 48, sir. But only just. You know, it's rather scandalous what you're doing here. If I hadn't seen that life-saving medal ribbon on your jacket, I would have had you hauled off. Understood? Yes, sir. Montague, out there
You won't be saving any lives, you'll be killing. Is that clear to you? Au début de l'année 1915, les nations belligérantes mobilisent. Donc, dernier mot sur ce petit extrait. Vous avez vu, bon, on ne peut pas, c'est impossible d'inventer la télévision et le cinéma. Mais quelquefois c'est possible d'avoir une idée, une nouvelle idée. Et ça, c'était l'idée du réalisateur Jan Peter. Donc, il y a une place encore, si vous voulez. Si monsieur prend son sac là, bon, voilà. C'est pas comme à l'église, il ne faut pas se gêner. Vous avez une vie chargée, c'est normal. Bonjour, je m'appelle Peter Gottschalk. Donc, je recommence. On ne peut pas inventer la télévision et le cinéma, mais quelquefois, vous avez une idée, une petite idée qui est nouveau, qui n'était pas réalisée avant. Et ça, c'était dans ce cas l'idée de Jan Peter, parce que maintenant, tous les soldats, les officiers, tous ces gens, les témoins de la Grande Guerre sont décédés, ne sont plus là. Alors la question, c'était, comme la base, c'était tous ces archives, les lettres, les journaux et tout ça. Les journaux intimes et tout ça. Donc la question c'était maintenant comment on peut faire transférer cette distance. Et ça c'était l'idée de Jan de faire regarder les comédiens vers la caméra, ce qui est absolument on ne fait pas. Hein? Sauf quand vous êtes le présentateur du journal de 20 heures. Mais normalement, on ne fait pas. Et donc, ça, c'est l'idée de faire transférer cette distance de 100 ans jusqu'à nous et de nous intégrer dans ce qui s'est passé il y a 100 ans. Bon. Et donc, voilà, je vous invite de regarder les 8 heures à partir du dernier mardi, prime time sur Arte, et les 2 mardis suivants, on a fait une proclamation, comme aujourd'hui c'est moderne, pas une épisode par semaine, mais on a fait des grands paquets de 2 heures et de 3 heures, avec une petite break pour charger une nouvelle bouteille de bière. Bon. Je coupe ici, je termine 14 et je reviens vers Arte. Et donc là, je fais un peu de speed maintenant. Maintenant, Anthony, il est là. Donc j'ai promis à ces gens que je vous donne, il faut juste réduire les datas parce que sinon c'est pas possible d'envoyer par mail cette présentation qui était par ailleurs faite par une fille qui s'appelle Katharina qui travaille comme stagiaire pour l'instant chez moi. Et donc je vous présente, juste maintenant je vous donne juste quelques informations qui sont importantes pour travailler avec Arte. Donc, il faut toujours... Non. Suivant. Voilà. Vous êtes français, la plupart de vous, hein? Qui n'est pas français? Bon, je suis désolé, Arte n'est pas une chaîne française. Arte est une chaîne européenne. Quand j'ai commencé de travailler pour Arte à Paris, ils ont toujours dit ah, Arte, bon, oui, Arte, c'est une belle chaîne dans le bouquet français. Non, nous sommes une chaîne européenne et donc moi je travaille à la centrale. Il y a le pôle français et il y a le pôle allemand. Et ça c'est l'avantage. Je connais aussi des autres chaînes. J'ai appris le métier à la ZDF. Les chaînes ne sont pas des institutions démocratiques. Les chaînes sont des institutions hiérarchiques. Mais chez Arte,
Donc quand vous êtes producteur, quand vous êtes auteur, quand vous voulez présenter un projet, et normalement, quand vous avez rencontré celui qui est le responsable chargé de programme pour une telle ou telle case, et lui il dit non, bon, vous êtes foutu, c'est terminé. Chez Arte, il y a toujours l'accès via une chaîne en Allemagne, il y a l'accès via Arte France, et il y a même, on en parle, un accès via la centrale en collaboration avec une chaîne européenne. Donc, the good message, c'est si quelqu'un vous dit, bon, votre projet est nul, et vous êtes convaincu pour votre idée, et je vous dis ça, quelquefois il faut travailler pour ça, il y a toujours une autre possibilité. Donc, j'avais vous déjà dit, juste pour vous montrer, nous avons le directeur de programme, j'ai déjà transmis ses salutations cordiales. Donc, son adjoint, c'est Florian Hager, c'est toujours chez Arte, français, allemand. Marco Nasivera est le chef d'information. Le chef de mon unité, c'est Dr. Markus Niefelstein. On s'appelle maintenant connaissance plus documentaire, c'est une unité de à peu près 22-23 gens. Il y a cinéma et fiction, Andrea Schreibmüller, Cornelia Teune pour la culture, et juste pour la production, Birgit Gabriel. Mais, donc, ces 4 gens sont responsables pour les unités, et quand vous voulez pitcher, il faut au moins connaître celui qui est responsable pour cette case ou pour cette unité. Donc, voilà, là vous avez encore une fois Véronique Keiler est notre présidente, et avant Véronique Keiler c'était Gottfried Langenstein, il est maintenant le vice-président, il vient de la ZDF. C'est toujours aussi franco-allemand. Voilà, Alain, j'avais déjà présenté, et je vous dis une phrase de Alain Le Dubadier qui est important. On avait une réunion avec lui sur, vous connaissez ça, peut-être ceux qui travaillent dans une chaîne où il y a des réunions, normalement des réunions ennuyantes, et il y a trop de réunions. Mais cette réunion c'était important parce qu'on a parlé vraiment sur des questions profondes. Et Alain, il disait à la fin de cette réunion, quand on avait parlé, alors ce qui est maintenant important pour nous, il disait une phrase, et ça je vous transmets, une émission, un projet, une production doit être mémorable. Il faut se souvenir quand c'est diffusé. Ça c'est quelque chose qui est absolument important. Travailler sur un projet pour que ça soit vraiment important. Bon, je vous dis, il faut gagner sa vie. Travailler aussi pour les chaînes privées, faites beaucoup de productions, gagnez votre vie. Mais je parle maintenant sur des productions de grande qualité, entre guillemets, sans arrogance. Hein. Et là, je dis, ça c'est important d'avoir dans la tête, il faut qu'une production soit mémorable, il faut se souvenir après. Peut-être, on va se souvenir de 14 après. Hein. Voilà, ça c'est maintenant très minuscule, mais je voulais vous dire, donc ça c'est l'investissement qu'on fait le budget. Donc, juste pour vous, si vous prenez le budget comme 100%, 68% c'est quand même investi
dans le programme. Et tout ce qui est documentaire, magazine, ça joue encore un rôle très important chez nous et ça va pas changer. Hein. Donc il y a beaucoup d'argent, il faut juste, il faut bien pitcher et vous recevez un morceau de ce grand gâteau. Donc pour vous, juste, ça vous trouvez aussi dans votre booklet, pour vous comme producteur, réalisateur, professionnel français, quand même, Arte France est important. Notre présidente est aussi la présidente de Arte France, c'est Véronique Kaila. Et donc là, vous avez à peu près les mêmes unités. Il y a 20 ans, c'était exactement en parallèle. Maintenant, c'est plus le cas. Par exemple, moi, je suis responsable pour, entre autres, pour Mercredi, ce qui était avant les Mercredis de l'Histoire, pour Aventure humaine, le samedi en prime time. Et ça, déjà, maintenant, c'est entre deux unités. Une fois, c'est Martine Sada et l'autre, c'est Hélène Coldefi. Donc, mais quand vous voulez pitcher, il faut connaître les noms, il faut connaître les gens et il faut connaître surtout le poste direct pour les appeler et pour prendre rendez-vous. Bon, voilà, et il faut savoir, je suis très basic maintenant, mais très court parce que c'est important pour Arte. Il y a une différence gigantesque entre Arte France et Arte Deutschland. Arte France, c'est une grande maison de production qui travaille, qui produit pour la centrale. Arte Deutschland à Baden-Baden, c'est juste une maison avec des ordinateurs et quelques gens. Ils ne diffusent pas. Hein? Donc ça, c'est juste pour organiser les jeunes publics en Allemagne qui sont des grandes chaînes, qui sont encore en Europe, les plus grandes chaînes en Europe, et il y a beaucoup de budget. Je vous invite à aller chez la SWR, chez la WDR, chez la ZDF, il y a beaucoup de gens qui sont des professionnels et vous pouvez travailler pour eux. Juste apprenez l'allemand et entraînez votre allemand parce que la plupart de ces gens ne comprennent pas le français. Ils parlent même pas comme moi, comme une vache espagnole. Bon, Christian? Aber die Leute wie Gudrun Hamke, El Gomri, die ich gut kenne, die sagen aber auch alle, die können nicht mit Frankreich gut arbeiten. Das sind französische Projekte und es ist schwierig, denn die haben auch kein Geld mehr. Und wenn wir mit französischen Projekten nach Frankreich, nach Deutschland kommen, ist es schwierig. C'est une question importante, je reviens vers ça, Christian. Hein? Tout de suite. Juste pour terminer ça, parce que je viens d'en parler, ce qui est important, si il y a cette possibilité de travailler avec la centrale, et la centrale a des partenaires partout en Europe. Je vous dis, les partenaires où ça fonctionne bien, c'est les Suisses. Les Suisses ont une longue tradition documentaire. C'est avec les Belges, la RTBF, c'est avec la Finlande, YLE à Helsinki. Ce sont il y a aussi une excellente tradition documentaire. Et maintenant, on a aussi la République tchèque de nouveau et la Pologne. Pour l'instant, je suis en train de terminer une production sur den Warschauer Aufstand. À Varsovie, qui a aussi qui s'est passé entre août et septembre 1944. C'était avec la télévision polonaise. Avec les Polonais, c'était à peu près quelquefois un peu compliqué parce qu'il y avait toujours les chefs étaient des politiques très compliqués souvent. Une fois, il y avait un directeur de la droite, il était à peu près un néo-nazi. Maintenant, ça fonctionne. Et donc, des projets qui sont
des projets histoire qui traitent par exemple des sujets où ces régions sont concernées. Je vous invite, ça c'est quelque chose qui pourrait fonctionner avec ces gènes. Mais ce n'est pas le cas qu'ils sont toujours concernés. Il y a aussi, par exemple, avec l'Autriche, on avait fait une production sur le roi de Hawaï, parce que Hawaï il y avait un roi qui est venu de l'Autriche. Bon, voilà. Donc c'était une émission, un documentaire, un joli grand format sur Hawaï qu'on avait fait avec l'Autriche. Donc ça c'est les Grecs, ERT, RTBF, YLI, Polen, la Pologne, les Tchèques sont, les Tchèques sont là-dedans, en haut, ORF et les Suisses. Et donc, là, c'est différent. Normalement, quand vous travaillez avec une chaîne, et ça fonctionne, en Allemagne, il y avait ce qui est appelé une pauschale. Donc, pour toutes les cases, il y a une somme qui est fixe. Par contre, là, on fait un budget qui est exactement ciblé concernant sur cette production. Et ça se fait aussi avec Arte France. Et maintenant, mon dernier, je fais speed jusqu'à la grille de programme. Et là, je vous invite d'ouvrir le booklet, les dernières 2 pages. Bon, ça va venir aussi, mais peut-être juste, oui, ouvrez là, merci beaucoup, ouvrez là. Là, c'est la grille de programme actuelle. Il y a juste entre parenthèses, quand vous regardez en prime time, il y a ça commence le prime time en Allemagne à 20h15 et en France à peu près vers 20h35, 20h40. Mais ça, c'est pas important pour vous comme producteur et réalisateur, mais il faut connaître les différentes cases. Derrière chaque case, il y a un rédacteur, un chargé de programme chez Arte. Il y a, moi je me cache par exemple derrière Aventure humaine, derrière les mercredis de l'histoire, derrière, qui sont plus les mercredis de l'histoire, juste histoire, derrière les thémas. Et donc il faut connaître ces gens, c'est très simple, mais il faut les connaître pour cibler vos projets. Et il y a aussi une... merci beaucoup. Il y a aussi une description de toutes ces cases qui est important, mais finalement, moi je peux vous dire, pour un projet est important, je suis très bref. Premièrement, une belle narration, raconter des histoires. Deuxièmement, il faut avoir une idée de réalisation. Déjà, quand on veut raconter une histoire. Et troisièmement, un élément qui est quelque chose de spécial. Un élément. Comme j'ai dit ici, Jan Peter, avec ce saut sur les 100 ans entre la Grande Guerre et aujourd'hui. Et donc, un élément qui est spécial. Un élément, ça peut être quelque chose pour l'Internet, ça peut être quelque chose pour la réalisation, ça peut être, par exemple, une nouvelle caméra. Il y a 2-3 ans, il y avait la Cineflex, et maintenant il y a beaucoup de productions avec la Cineflex. Tout ça, c'est quelque chose qui est nouveau, et quand les 3 éléments sont bien intégrés dans un projet, la conférence de programme, ça c'est mon dernier mot, la conférence de programme, il y a 8 membres dans la conférence de programme, le président et le directeur de programme, va décider une fois par mois, les chargés de programme donnent un avis. Par exemple, moi je dis oui, non ou suspendre.
et la conférence de programme décide une fois par mois, et après, l'argent peut être transféré vers la production. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et maintenant, Christian, je suis désolé que vous avez des mauvaises expériences. Je pourrais vous donner des autres. Non, mais c'est juste. Il y a, ce qui est vrai, donnez-moi juste une phrase. Ce qui est vrai, Christian, c'est qu'il y a les frais coproduction entre la France et l'Allemagne sont des exceptions. Mais ce qui est le good message, le bon message, c'est que ça fonctionne maintenant. Et peut-être quand vous avez parlé à Gudrun, quand c'était Il y a 3 mois. Ah bon, oui, bon. Gudrun, j'estime beaucoup, mais peut-être il faut pas abandonner l'idée. Et je vous dis, on a déjà dit, on prend un café sur la terrasse, peut-être je peux vous aider, mais ça on peut. Non, mais c'est pas du personnel. Hein. Je me rends compte que travailler avec Arte Allemagne, quand on est producteur français, je me rends compte qu'en travaillant avec Arte Allemagne, quand on est producteur français, qu'on vient avec un projet français, avec un réalisateur français, et qu'on va vers l'Allemagne, c'est quelque chose qui est plutôt assez compliqué. Même si on cherche un producteur allemand, c'est ce qu'on fait tous. Hein. Je pense qu'il y a d'autres producteurs dans la salle qui ont vécu les mêmes expériences. Et on se rend compte que c'est quand même assez compliqué de venir avec un projet français vers l'Allemagne et de passer après par Arte Allemagne pour être crédité sur Arte. Par contre, ce qui marche plus facilement, c'est de venir avec un projet initié à la base par l'Allemagne et trouver après un partenaire français dans un deuxième temps. C'est-à-dire que le projet est plutôt allemand et trouver un financement ou un deuxième diffuseur français, c'est ce qui marchait. Il y a des sociétés de production en Alsace et ailleurs qui suivent cette voie-là. Alors 14, c'est peut-être un projet là aussi, peut-être allemand, qui est venu chercher des films d'ici dans un deuxième temps. Je ne sais pas comment s'est montée la production. Et la solution que certains ont, parce que c'est vrai que travailler avec Arte, nous, producteurs français, notamment quand on est basé en région, c'est assez compliqué de travailler avec Arte France, parce que c'est un peu aussi là, un peu compliqué, c'est un peu chasse gardée au niveau de certaines sociétés de production avec Arte France. Donc nous, en région, en tant que producteur, je parle là, producteur basé à Strasbourg ou à Nancy, en Lorraine, on a la solution de travailler avec Arte GIE ou avec Arte Allemagne. Mais on se rend compte que les places, elles sont quand même pas nombreuses et que c'est devenu de plus en plus difficile ces dernières années par rapport au budget qui est à notre disposition. Je peux rien ajouter, juste une phrase, c'est vrai. Et c'était, je vous explique encore une fois, on a en parlé ce matin, 14 comme production, c'était pas possible il y a 15 ans, il y a 10-15 ans. Pourquoi? Très simple, parce qu'un producteur français et un producteur allemand, c'était impossible de s'accorder sur l'histoire. Bon. Ils sont parlé sur Verdun et après ils n'ont rien fait. Discuter. Et donc, il y a beaucoup de problèmes. Mais le bon message, c'est quelquefois c'est résolu et ça fonctionne. Et donc ça, je peux ajouter. Vous avez, votre description, Christian, c'était absolument correct. Mais n'abandonnez ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas dire, alors il y a un premier problème et j'abandonne. Il y a beaucoup de gens professionnels, même chez Arte Deutschland ou la Rock, il y a beaucoup de gens qui sont là pour solver des problèmes et qui ont résolu des problèmes. Hein. S'il vous plaît, peut-être je vous donne. Bon, quelques remarques avant de poser ma question. L'intitulé de cette intervention, c'était la politique d'Arte, le travail avec les producteurs et les réalisateurs. Alors j'ai l'impression qu'on n'y a pas répondu. Vous avez d'abord présenté cette série 14 longuement et vous avez bien fait la promotion. Mais alors déjà, juste sur l'extrait qu'on a vu, bon, vous nous dites que c'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de créativité aujourd'hui. Moi j'ai l'impression quand même de voir un film qu'on voyait sur la BBC dans les années 60 ou 70, avec des reconstitutions, des choses comme ça. Bon, le fait que
que les comédiens regardent la caméra, je ne crois pas que ce soit une idée si révolutionnaire que ça. Ça, c'était quelques remarques. Donc, je dirais qu'on n'a pas été au cœur du sujet qui nous intéressait aujourd'hui, puisque dans la salle, il y a beaucoup de professionnels, des auteurs, des réalisateurs, des producteurs. Christian a pris la parole, mais il y en a d'autres. Et ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression vraiment de plus en plus que pour produire avec Arte, il faut s'appeler... D'ailleurs, le film est produit par les films d'ici. Donc en gros, il y a quelques grosses sociétés de production aujourd'hui qui produisent énormément pour Arte. D'ailleurs, Arte même passe des contrats pour des séries de films, quoi. Et que les auteurs, qui ont même des projets voilà, très créatifs, voilà, n'ont plus leur place sur Arte, contrairement à ce que Arte pouvait représenter pour eux dans les années 90. Quoi. Gardez le micro, juste encore. Dites-moi comment je pourrais vous répondre, parce que bon, je comprends, vous n'êtes pas surpris, ce que j'ai montré, c'était un exemple, oui. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux vous répondre? Est-ce que c'est compliqué avec Arte ou quel est le message à moi? Non, le message, c'est que... Bah oui, oui. Alors, parlons de message. Le message, c'est que, et que vous pouvez faire remonter d'ailleurs, c'est que pour les auteurs, réalisateurs et producteurs qui ne font pas partie du sérail, voilà, ça devient compliqué, voire impossible d'emporter. Et vous allez beau dire qu'il suffit d'avoir le numéro de téléphone, des chargés de programme, je crois vraiment que ça ne suffit pas. Je peux vous dire, souvent ça suffit. Je connais le problème que vous évoquez. Il y avait des papes du documentaire à Paris qui sont entre-temps en retraite, qu'on connaît peut-être. La vie change. La vie des documentaires change. Et donc, je comprends votre remarque. On est peut-être des Méthusalem dans la production des documentaires, mais maintenant j'ai parlé sur 2014, et donc là, c'est plus le cas qu'il faut vivre à Paris, il faut connaître Jean-Marie Barbe ou Thierry Garel ou quelqu'un d'autre, il y a beaucoup de productions qui sont possibles. Ça c'est mon message. Bon. Les papes, dites-moi votre prénom s'il vous plaît. Stéphane. Oui. Stéphane, les papes, même les papes n'ont pas une vie éternelle. Une dernière intervention, puis après je passe le micro à d'autres. C'est pas une question de pape, c'est une question d'ouverture de la chaîne à d'autres. Bon, si j'en viens sur le programme que vous nous avez montré, qui est un programme très contemporain, très actuel, bon, vous nous dites, voilà, il faut, quand vous proposez un projet Arte, il faut avoir une très bonne idée, une nouvelle caméra, et puis une narration. Mais pardonnez-moi, la narration qui est présentée dans l'exemple, bon, c'est vous qui l'avez choisi, hein, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. On est quand même dans une forme qui est voilà, qui n'est pas nouvelle. Donc c'est pas ça qui a fait que ça l'a emporté. C'est pas non plus la caméra qui a fait que ça l'a emporté. Ce qui fait que cette série a pu voir le jour, c'est sans doute que c'était porté par les films d'ici. Si ça avait été porté par une petite boîte de production, il n'est pas du tout évident que ça se serait fait. Je vous fais une proposition. Vous habitez où? Stéphane? À Nancy. Bon, c'est 1 heure. On prend un café sur la terrasse. Numéro 4, Kettischano an Winterer. Et on va parler premièrement sur les frustrations, mais après sur les solutions pour les problèmes. Hein? Ok? Je vous invite. S'il vous plaît, si j'amène des croissants, je peux venir aussi? Si j'amène des croissants, je peux venir aussi pour le café? Mais chiche. Si. Dites-moi votre nom pour que je me... Eric. Eric. Bien sûr, bienvenue. Oui, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Jacques. Je suis petit producteur ici sur Épinal. Je produis diverses choses, du court-métrage, du documentaire aussi.
J'avais eu quelques contacts, mais c'est un petit peu, c'est plus très récent maintenant, ça date d'il y a à peu près 3 ans. Alors, vous nous apportez la bonne nouvelle, parce que je pense qu'il y a des bonnes nouvelles que vous nous apportez là, c'est de dire il y a une vie et la vie évolue et change. Bon, alors je veux bien y croire et j'aimerais que vous nous apportiez encore une bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu un petit peu de changement dans l'état d'esprit des choix qui sont faits par Arte parfois. Je voudrais particulièrement parler de ce qu'il en est des documentaires à caractère social actuel en ce qui concerne l'Allemagne et la France, parce qu'à un certain moment donné, j'ai entendu l'une de vos collègues à Strasbourg me dire que pour l'instant, tout ce qui concernait les problèmes sociaux en France et en Allemagne était un peu bloqué, et que ça n'arrangeait pas tout le monde. Je voudrais donc savoir si aujourd'hui ça évolue et ça change. Vous pouvez peut-être, sans public, me dire qui vous a dit ça? La personne dont vous parliez tout à l'heure, Gudrun. Bon, je peux pas. Alors, concernant les films qui traitent la vie sociale et la vie de société actuelle, il y a beaucoup dans les thèmes de mardi où je suis directement concerné. Et là, je peux juste vous dire, d'après ma connaissance, et je connais beaucoup de ces productions, il n'y a pas de restriction. On traite tellement beaucoup de sujets qui sont importants. Les déchets nucléaires, la nourriture, la santé, beaucoup, la droite. On a fait maintenant à Varsovie, mardi dernier, sur les élections, bien sûr, il faut faire. Donc, je m'excuse pour les mauvaises expériences que vous avez faites. Moi, je peux juste vous dire, si vous avez un bon projet, laissons parler, et je vous invite aussi. Hein? Croissant et café sur la terrasse. Jacques, Stéphane, Eric. Bon, s'il vous plaît. Je rejoins la question de Stéphane. Par rapport à l'intitulé, finalement, on n'a pas eu de réponse. Le projet est effectivement très intéressant. Vous avez parlé d'un démarrage en 2008, mais on ne sait pas finalement l'implication. Qui a initié le projet? Est-ce que c'est le réalisateur en Allemagne? Quelle est la part d'implication et le rôle des films d'ici, puisqu'on a tous un point de vue, un avis sur les films d'ici. Donc peut-être éclaircir un petit peu le processus. Bon. Au début, c'était 2 bières entre Gunnar Didio et moi. Et on a en parlé qu'il y a cet anniversaire en 2007, 2008 à peu près. Et donc l'idée était créée chez Lux en Allemagne, qui est une assez grande boîte de production, à peu près une trentaine de gens qui travaillent là. Et donc, mais tout de suite, parce que avec les films d'ici, il y avait déjà une collaboration avant. Donc, les deux se sont connus, Sage, Laurent, Gunnar et compagnie. Et donc, là, je dis, c'était tout de suite cette coopération. Je vous donne un autre exemple, c'était Adieu camarades. C'était une série de 6 épisodes sur l'histoire de la chute de l'URSS entre 1975 et quand Gorbatchev a éteint la lumière en URSS 1992-93. Et donc, ça c'était Olivier Mille à Paris et Christian Beetz à Berlin, de Gebrüder Beetz. Donc, il y a des exemples où je peux vous dire ça fonctionne. Et quand la production se déroule, il y a beaucoup de conflits.
Mais c'est normal, c'est aussi dans une production française ou allemande ou britannique. Et là, un producteur dit, mais toi, tu payes moins que moi. Et l'autre producteur dit tu n'as pas raison. Et il y a des conflits sur la livraison. C'est lui qui... Mais à la fin, ça fonctionne. Et par exemple, Olivier Mille et Christian Beetz, c'était une belle production. Et c'était un grand succès. Mais ça reste et là, au début, c'était une idée d'Elisabeth Hülten, de Arte France et moi, au début. C'était même pas les producteurs dans ce cas. Bon, c'est très différent. Qui a des idées? Vous avez des idées. On a des idées quand on prend une douche. Et après, et quand on est quelqu'un qui est créatif, on a toujours beaucoup plus d'idées qu'on peut réaliser. Bon. S'il vous plaît. Après, je m'en vais parce que j'ai un vol vers Thessalonique. Oui, juste, c'est vraiment ma dernière intervention. Je dirais que, bon, alors, la différence, c'est que nous, vous nous invitez au petit déjeuner, et je pense que les films d'ici sont invités au dîner. Ah, il n'y a plus de l'eau, oui. Stéphane, allez-y. Oui, ce que je voulais dire, c'est pourquoi Arte, aujourd'hui, préfère passer à un contrat pour 20 documentaires ou 30 documentaires avec une grosse maison de production comme les films d'ici. C'est parce que, de cette manière-là, ils traiteront, je dirais, pour la série, avec le producteur, ils vont beaucoup plus pouvoir formater la série, c'est-à-dire qu'ils diront au producteur, voilà, tu as un cahier des charges et tu dois le respecter à chaque fois. Et en fait, c'est de moins en moins, disons, des projets qui viennent d'un réalisateur, d'un auteur, qui a une envie, une idée, mais c'est la boîte de production qui va aller chercher des auteurs-réalisateurs avec lesquels ils savent qu'ils n'auront pas de problème quand ils leur diront de rajouter du commentaire. Et je dirais que non seulement les petits producteurs n'arrivent plus à accéder à Arte, mais en plus, ceux qui travaillent pour Arte maintenant sont des gens qui sont auxquels on demande, en fait, on leur fait un contrat, on leur dit tu dois répondre à telle exigence, ce sont les exigences d'Arte. Si à un moment donné Arte te demande de mettre un commentaire, même si tu as prévu de ne pas en mettre, tu en mettras un, parce que c'est comme ça. Et c'est comme ça aussi que Arte est devenue, en quelques années, une chaîne infiniment plus formatée. Stéphane, je m'excuse pour Arte. Quand même, je suis content que Arte paye encore mon salaire, qui n'est pas beaucoup, mais bon. Et donc, maintenant, je parle dans une manière très sérieuse. J'entends un peu de frustration et je comprends ça. Hein? Moi, je ne peux pas dire qu'il y a un changement. Juste cet exemple que vous avez dit, la plupart, 14, ça c'est 14, c'est maintenant le point fort de cette année. Bon. Quand on regarde le budget total, c'est pas beaucoup, parce que les 7 millions, ça vient pas de Arte. Il y a même, je sais plus, à peu près 1 million. Hein. Les autres 6, ça vient de BBC, de blablabla. Donc, la plupart des décisions, c'est sur des 52 minutes. Ou avant prime time, 5 fois 43 minutes. Et je pourrais vous donner beaucoup de producteurs qui sont dans les régions. Il y a Strasbourg, il y a Baden, il y a en Allemagne, c'est même pas toujours à Berlin. Bon, c'était une autre tradition qu'en France avec Paris. Donc la plupart des productions sont des productions comme ça, des 52, des 43, des 90 minutes. Ça c'est aussi un bon... il y avait le rumeur quand on n'avait plus le grand format. Il y a, depuis qu'on n'a plus officiellement le grand format, ce format de 90 minutes a même augmenté. Il y a beaucoup plus. Donc, je peux juste vous encourager. Peut-être vous avez des expériences, et encore une fois, je m'excuse de ça, mais ce que nous voulons aussi, c'est
nous essayons de changer vers ce qui est nécessaire maintenant. Et vous avez en parlé pendant la matinée que la télévision, comme nous on connaît, les gens qui sont un peu plus âgés, c'est terminé. Les jeunes regardent totalement autrement. De tout ça, je n'ai pas parlé, mais on veut une ouverture et on veut aussi, pour ces temps modernes, des productions. Donc, par exemple, je n'ai pas parlé sur les webdocs, sur tout ce qui est investi dans les web formats. On avait beaucoup. Par exemple, ce que j'ai 1914, dernière nouvelle, ça c'était très simple, mais il fallait comprendre que quand on veut une narration, une belle narration dans le web, il faut un budget. Avant, on a toujours pensé que l'Internet est gratuit. L'Internet n'est pas gratuit. Mais toutes ces fautes étaient faites aussi par Arte. Maintenant, il y a un budget qui est clair, qui est là, juste pour l'Internet, et plus pour l'écran. Donc, encore une fois, prenons un café. Yeah? Yeah. Et je m'excuse, je vais terminer maintenant. Vous avez faim. Juste mon adresse email, c'est très simple, peter.gottschalk@arte.tv ou c'est américain, point. Alors encore une fois, peter.gottschalk@arte.tv. Et vous voulez dire encore quelque chose, Anthony, pour tout le monde le sait. Ok. Je vous souhaite joyeuse Pâques et je m'en vais maintenant tout de suite parce que ce soir je vais encore à Thessaloniki pour une production. Donc, joyeuse Pâques et je vous remercie beaucoup pour cette matinée avec vous.